Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Nous sommes le mardi, je sais pas combien, 7 décembre je crois. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro ensemble en live. C'est l'Expresso de Rassemblimo, c'est votre rendez-vous pour faire le plein de caféine, de bonnes pratiques, de bonne humeur. Et je suis sûr que ce sera encore le cas avec mon invité d'aujourd'hui. Je m'assure juste que tout fonctionne bien dans le groupe Facebook. Voilà, je vois que le live s'est lancé. Que tout roule, même si ma tronche est figée. Non, c'est bon. Voilà, je vois que vous êtes les premiers à vous connecter. Faites-nous un petit coucou en commentaire pour nous dire que vous êtes avec nous. Je pense qu'il doit y avoir Anne, Frédéric. Voilà, Ori est déjà là. Ori qui nous dit, voilà, enfin des invités sérieux. On a Fred, Fiole, Frédéric. Bonjour Seb et Guillaume, tout fonctionne bien. Alors, Fred, tout fonctionne bien ou presque. Frédéric, clique sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher ton nom et ta photo de profil quand je diffuse tes commentaires. En plus, tu viens régulièrement, donc comme ça, c'est fait une bonne fois pour toutes. Donc vas-y, fais-le tout de suite. Je le dis aussi pour tout le monde, cliquez bien sur ce lien à chaque fois que vous êtes avec nous en live, à chaque fois. Normalement, vous le faites une fois et c'est bon, pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil quand vous interagissez avec nous. Puis ça m'évite comme ça de devoir regarder sur le téléphone en même temps. Salut Olivier Casado qui est avec nous. Ouais, c'est ça, Ori qui challenge un peu Frédéric Fiole. Le gars, sa spécialisation, c'est quand même de ne perdre aucun client et on voit même pas son nom. Voilà, je vois qu'il y a François qui est avec nous aussi. Salut François. Bon, je vois que ça commence à rentrer dans le live. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre gentiment ensemble ce moment qu'on va passer ensemble. Allez, c'est parti. Je suis ravi en tout cas d'accueillir mon invité du jour. Il s'appelle Guillaume, de son prénom, et il va se présenter tout de suite à vous dans la version rapide. Et puis ensuite, on va parler d'un sujet qui, je sais, fascine un petit peu, intéresse beaucoup les agents immobiliers, les questionne, les challenge. Donc, je serais ravi qu'on balaye tous ces sujets avec lui. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour les agents immobiliers qui vont nous écouter? Avec plaisir. Bonjour à tous. Sébastien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis hyper content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Avec plaisir. Salut Ori, j'en profite. Je suis Guillaume Galland, j'ai 42 ans. Je suis marié, j'ai 2 garçons de 4 et 8 ans. Et j'évolue dans le monde de l'immobilier depuis un peu plus de 15 ans maintenant, après avoir fait d'autres choses auparavant, mais on pourra en rediscuter. Basé à Paris, mais j'essaie d'être présent un peu partout. Sur le parcours court, ce que je peux dire. Donc aujourd'hui, l'entreprise, tu es fondateur d'Immofit, c'est ça? Oui, fondateur d'Immofit, qu'on a créé avec mes associés. On est une équipe de 5 aujourd'hui, qu'on a créé au printemps dernier, et donc avec la plateforme qui est en service et qui fonctionne depuis la mi-juillet. Ok, super. Guillaume, tu nous disais 15 ans d'immobilier et d'autres choses avant. Comment on vient à... Donc, si mes calculs sont bons, on arrive dans l'IMO aux alentours de 27 ans. Qu'est-ce que tu as fait avant l'IMO? Alors en fait, je suis arrivé dans l'immobilier, je dirais pas par hasard, parce que c'est le cas de beaucoup, mais en tout cas pas en première intention, effectivement. Dans la foulée de mes études, en fait, j'ai commencé à travailler dans le transport et la logistique, donc ça n'avait strictement rien à voir. J'ai été commercial, puis responsable commercial chez des transitaires, des commissaires de transport. Donc mon boulot, c'était d'acheter des espaces pour du fret sur des navires et des avions. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et ça me passionnait pas vraiment en fait, Et au cours d'un dîner en fait chez mon meilleur ami, sa femme était à l'époque chasseuse de tête et je faisais part de mon ennui relatif. Et elle m'a dit ce soir-là, mais écoute, moi j'ai un client qui cherche des profils, c'est dans l'immobilier, c'est dans la gestion de patrimoine, etc. Écoute, tu connais pas ni rien, mais va le voir, ça coûte rien. Et je suis allé le voir et puis voilà, je suis rentré dans l'immobilier par la voie de la gestion de patrimoine. D'accord. Donc tout ce qui était des fiscs, etc. au début. Et donc depuis 15 ans, j'ai évolué sur pas mal de sujets dans l'IMO. Commercialisation principalement, beaucoup de VFA, de la transaction classique aussi évidemment, du montage d'opérations avec des promoteurs. Comme je le disais, je suis basé à Paris, mais notamment sur la VFA, j'ai travaillé un peu partout en France.
ce qui me permet d'avoir une idée de ce qui se passe dans les différentes régions et dans les différentes villes. C'est à quel point c'est utile parce que moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, mais cette connaissance finalement de comment le métier ou les métiers se pratiquent en fonction des régions, en fonction des coins, à quel point ça t'est utile aujourd'hui? Alors, en fait, ça m'a été très utile pendant toutes ces années par rapport à mes clients investisseurs que je pouvais conseiller, voilà, encore une fois, sur telle ou telle opportunité en fonction des régions. Et aujourd'hui, dans le cadre d'IMOFIT, ça m'est très utile parce qu'aujourd'hui, je mets une plateforme au service de mes anciens confrères, donc conseillers IMO, et on s'aperçoit évidemment que les réalités ne sont pas du tout les mêmes pour les uns et les autres en fonction des régions dans lesquelles ils officient. Et c'est vrai que c'est là où c'est pas mal d'avoir su quels étaient les changements, quelles étaient les évolutions qui sont intervenues dans telle ou telle région. Ça permet de connaître les tendances aussi, les différents marchés, savoir qu'il y a quelques endroits en France où le marché est vraiment très, très, très compliqué et qu'à l'inverse, il y a d'autres secteurs où c'est en plein boom. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a un système qui peut être vraiment très, très, très intéressant pour les agents. Principalement, pas seulement, mais c'est vrai que sur les zones où c'est vraiment très tendu et où le marché explose, c'est un système qui est hyper efficace. Donc, en fait, le fait d'avoir cette culture un peu nationale, alors en restant humble malgré tout, mais ça m'aide, moi, à pouvoir échanger avec mes partenaires aujourd'hui qui sont situés un peu partout en France. Et ça sort surtout de ce microcosme parisien qui est très à part, en fait, en France. C'est un marché qui est vraiment très particulier. Mais Paris n'est pas la France. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je le sens vraiment comme une force et ça m'a beaucoup aidé d'avoir pu connaître le marché sur l'ensemble du territoire. Je te rejoins à 1000%. Je l'ai vécu moi-même. La Côte d'Azur, pareil, de la même manière, c'est pas le reste de la France. Pour plein de raisons. Dans mon coin, par exemple, c'est un marché qui fluctue très peu, en fait. Donc, quand ça part à la hausse partout, ça bougeote. Et puis, quand ça s'effondre, ça bougeote à l'inverse. Mais ça reste un marché qui est relativement stable, donc qui est très différent, du coup, de ce qu'on peut connaître dans d'autres marchés. Et j'ai noté déjà, et on y reviendra, à quel point, du coup, la solution d'enchère est une solution pertinente sur un marché tendu, c'est ce que tu avais l'air d'évoquer. On y reviendra tout à l'heure. Donc, 15 années, donc essentiellement, à chaque fois, tu es toujours resté dans tout ce qui est gestion de patrimoine, VFA, investissement, défiscalisation. Alors, j'en ai fait beaucoup. En fait, sur cette activité, j'étais associé toujours d'ailleurs avec ma femme, puisqu'on s'est rencontrés, pour la petite histoire, on s'est rencontrés en 2008 on était CGP à l'époque, donc dans un cabinet, et puis on a décidé de partir ensemble, d'abord créer une société, et puis on s'est mariés d'abord et on a créé une société. Donc voilà, ça a été un peu un fil rouge en fait. C'était une activité que j'ai toujours aimé, le conseil en investissement. Donc ça a toujours été un peu un fil rouge, mais très rapidement. On a aussi ouvert nos activités sur la transaction classique, donc dans l'ancien. Et après, comme je te le disais aussi, on a fait un peu de montage d'opérations avec des promoteurs. Tout ça, en fait, c'était vraiment dans le désir d'avoir une culture la plus large possible sur l'immobilier. Alors, principalement le résidentiel, on a fait très, très peu de tertiaire et des choses comme ça. Mais voilà, et donc, le contact avec les vrais acteurs que sont les vendeurs, les acquéreurs, que tu sois investisseur ou accédant à la propriété, peu importe. Voilà, que ce soit sur de la VFA ou sur de la transaction classique, ça a été vraiment notre moteur et le fil rouge du début jusqu'à aujourd'hui. Et même si aujourd'hui, moi, mon activité se dirige plus vers mes confrères et que je suis beaucoup moins en front avec les clients finaux. Mais voilà, donc principalement, comme je te le disais, de la commercialisation, donc VFA ou classique. C'est très clair. J'en profite pour saluer Alexandra, Joël, Stéphanie qui se plaignait d'une audience trop masculine. Donc voilà, comme ça, je viens de citer et Joël et Stéphanie et Alexandra. Voilà. Merci encore une fois à tous de votre fidélité. Profitez-en pour nous mettre un petit like. Vous êtes plus d'une vingtaine à être connectés. Préparez d'ores et déjà vos questions pour Guillaume si vous avez des interrogations sur le sujet qui va nous animer là maintenant, qui est le sujet des enchères. Et puis profitez-en pour cliquer sur ce fichu lien. Comme ça, je saurai qui vous êtes dans les commentaires. Guillaume, du coup, donc on voit culture très large, IMO, à la fois d'un point de vue géographique comme d'un point de vue des différents métiers ou typologies de clients. Qu'est-ce qui t'amène à te lancer dans les enchères? Alors, à la fois le chemin était assez long, mais ça partait d'un point en fait assez simple. Donc, depuis un peu plus de 15 ans maintenant, voilà, je suis confronté à la réalité des clients finaux
jusqu'à aujourd'hui. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé. Je disais, je suis pas vraiment venu dans l'immobilier par hasard parce que c'était pas une première intention, mais en tout cas, j'ai toujours été sensible à ça. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir qu'en fait, on fait partie des professions les plus détestées des Français. Et tu te dis, c'est quand même, c'est pas normal quand tu sais en fait ce à quoi on sert et ce qu'on fait. Ouais. Et ça fait longtemps en fait que je réfléchis, je cherche, voilà, pourquoi on est si sous-évalué que ça, pourquoi on nous en veut, pourquoi bon. Et voilà, bon, ce qui ressort souvent, hein, c'est que l'agent immobilier coûte cher. Enfin bon, voilà. Mais dès lors qu'on estime que tu coûtes cher, c'est parce qu'on perçoit mal la valeur que tu apportes. Bien sûr. Je pense que c'est ça le problème. Et donc, j'ai été amené à réfléchir depuis plusieurs années maintenant à trouver des solutions, des choses pour changer un peu la façon de faire et la perception qu'on peut avoir des agents immobiliers. Bon, l'apparition de nouveaux modèles, des nouveaux… Alors bon, on parle de nouveaux modèles, mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je ne trouve pas que ce soit vraiment des nouveaux modèles. C'est des nouveaux tarifs, si on veut, souvent. Voilà, des nouveaux fonctionnements, c'est plus digital, tout ce que tu veux. Mais pour moi, en fait, une transaction, c'est et ça restera toujours la même chose. Tu as un vendeur, un bien et un acheteur, plusieurs évidemment. Et dans un nombre quand même important de transactions, tu as aussi un intermédiaire. Ouais. Et quand j'ai commencé à regarder vraiment ce qui se passait, ce que les uns et les autres faisaient, etc., j'ai commencé à suivre beaucoup les réseaux sociaux. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'en fait, je m'apercevais que vraiment la plupart des conseillers immobiliers se battent sur les réseaux sociaux à coup de estimation, expertise, offerte gratuite, enfin peu importe les termes. Et ça, je trouve que malheureusement, ça contribue à dévaluer encore l'activité. Bon, c'est un autre sujet, les estimations offertes, oui ou non, enfin bref. Mais voilà, moi, la conviction que j'ai acquise, c'est qu'il est quasiment en fait impossible aujourd'hui de définir une estimation parfaite. Pourquoi ? Parce que le marché est trop mouvant. Alors, tu le disais, sur la Côte d'Azur, ça fluctue un peu moins qu'ailleurs. Néanmoins, la réalité d'aujourd'hui est jamais celle d'hier et ne sera pas celle de demain non plus. Bien sûr. Parce que tu n'as pas les mêmes acquéreurs en présence à un moment ou à un autre. Et je me suis dit, on a aujourd'hui évidemment beaucoup d'informations, on a accès à beaucoup de data, notamment avec les valeurs foncières, etc. Donc, tu peux évidemment faire une estimation qui va te donner une idée approximative et qui sera approximativement correcte de la valeur vénale d'un bien, mais encore une fois, sans avoir la garantie aucune que tu puisses tomber pile là où il faut. Et voilà, dans les recherches que je faisais, je me suis mis à étudier vraiment dans le détail le parcours des uns et des autres, donc que ce soit vendeur, intermédiaire ou acquéreur. Et je me suis dit, OK, à quel endroit on peut faire en sorte de remettre le conseiller immobilier au centre du jeu et de remettre en avant son expertise. Et tu te dis, bon, quels sont les enjeux des uns et des autres ? Les enjeux des vendeurs, c'est de vendre au meilleur prix possible et dans un délai le plus court possible. Oui. Sauf le cas où tu es intéressé par une vente longue, mais ça, c'est vraiment marginal. L'agent immobilier, quel est son enjeu premier ? C'est de signer des mandats. S'il n'a pas de mandat, il ne risque pas de vendre. Et si le mandat est exclusif, c'est quand même mieux. Ensuite, lui aussi, pouvoir maîtriser ses délais de vente, c'est quelque chose d'important. On le sait tous, hein, quand tu commences à prendre des mandats qui s'éternisent, que tu n'arrives pas à sortir, la nature humaine est ainsi faite que tu as une charge de travail qui ne décroît pas en général. Et ces mandats-là, malheureusement, tu as un peu moins de temps à y consacrer. Et donc, ça fait des situations qui pourrissent un peu et qui ne sont pas de nature, justement, à redorer l'image de l'agent, même si, encore une fois, c'est légitime, parce qu'au bout d'un moment, le client-vendeur peut avoir l'impression que tu le laisses un peu tomber. Et de l'autre côté de la chaîne, tu as les acquéreurs. Et eux, leur enjeu, en fait, c'est là où tu t'aperçois que les enjeux ne sont pas les mêmes pour tous. Là où le vendeur, lui, cherche à vendre le meilleur prix possible, évidemment, l'acquéreur, il ne cherche pas à acheter le moins cher possible, l'acquéreur. Alors, évidemment, il préfère payer moins que plus, mais ce n'est pas son enjeu premier. Son enjeu premier, lorsqu'il a trouvé un bien qui l'intéresse, c'est de réussir à l'acquérir. Lui aussi, s'il peut avoir une visibilité sur les délais, c'est quand même hyper intéressant. Et donc, je me suis dit, comment on peut faire pour en fait faire se retrouver toutes ces parties-là sur un seul domaine. Et moi, j'avais vu déjà, il y a de nombreuses années, ce que les notaires pratiquaient et qu'on appelle la vente immobilière interactive. Ouais. En fait, on parle d'enchères depuis tout à l'heure, mais tu sais, on en avait discuté un peu déjà. Moi, j'aime pas trop le mot enchère parce qu'il peut être mal connoté. Et parce qu'en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, on utilise un système d'enchères, mais ce n'est pas réellement une enchère. Et donc, en fait, ce que les notaires ont proposé, ça fait plus de 15 ans qu'ils proposent ça, en fait. Ce n'est pas connu du grand public parce que les notaires ne sont pas des communicants, mais voilà, c'est un système qui fonctionne bien. Et je l'ai analysé, j'ai regardé un peu ce qui se passait aussi ailleurs. Ouais. Mes parents vivent aux États-Unis, notamment.
Donc, le marché immobilier est très différent, les fonctionnements sont très différents. Mais voilà, j'ai identifié aussi aux États-Unis des acteurs qui se lançaient sur ce créneau-là. Et je me suis dit, en fait, c'est pas une mauvaise idée de tenter ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, plus que d'apporter à tout prix des nouveaux modèles, là encore, on ne réinventera pas l'immobilier. Il y a un vendeur, un bien et un acheteur. Hein, mais c'est plutôt trouver des nouvelles façons de commercialiser l'immobilier, justement pour que l'agent puisse être perçu différemment et que l'agent ne soit pas obligé de se battre sur des estimations dont on sait que la plupart du temps, ça tient un peu de choses. Hein. Il suffit que tu arrives et que tu proposes 10, 15, 20, 25 000 euros de plus, même si derrière, ce n'est pas la réalité, tu vas choper ton mandat. Et du coup, voilà, la pratique de vol de mandat qu'on connaît tous, etc., c'est vraiment un sujet que, moi, me pose problème depuis de nombreuses années. Et je me suis dit qu'avec cette solution de vente immobilière interactive sur un système d'enchères, en fait, c'était hyper pragmatique. C'est pas évident à vendre de but en blanc parce que c'est pas encore très répandu, donc il faut l'expliquer, le présenter, etc. Mais déjà, le fait de ne pas partir d'un prix qui est un point d'ancrage haut, encore une fois, et sur lequel tu risques de te faire négocier, donc de devoir baisser ton prix, etc., c'est de dire en fait la réalité, c'est une solution pragmatique qui va te donner la réalité du marché à un instant T. Et finalement, c'est ce qui compte. Ton évaluation que tu vas avoir faite ou ton expertise, tu vas l'avoir faite en te basant sur des données, les DVF par exemple, mais ces données-là, elles ont 3, 4, 5, 6 mois. Et donc, en fait, c'est plus forcément la réalité du jour. Là, en fait, l'idée, c'est de dire à ton client vendeur quel est le meilleur prix possible que tu peux obtenir pour ton bien aujourd'hui. Par exemple, si moi demain, forcément plein de choses dans ce que tu viens de dire. Alors juste pour rebondir sur le commentaire d'Henri d'abord, qui nous dit ah non, si on écoute les gens en pige, on n'est pas pressé. Je vais y aller là. Henri, puis Henri le sait très bien. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques années, maintenant peut-être 2 ou 3 ans, quand on avait demandé à plus de 3000 vendeurs a posteriori de quoi est-ce qu'ils avaient le plus peur au moment de mettre en vente. Dans 83% des cas, ils disaient ne pas vendre au meilleur prix, et dans 78% des cas, ils disaient ne pas vendre assez vite. Le problème dans ce qu'on dit là, c'est que ça ne nous donne pas la temporalité de chaque partie. C'est-à-dire que le fait qu'ils ne soient pas pressés, c'est une chose, sauf que souvent, alors là, je sors des dynamiques de marché dans lesquelles on est actuellement, mais un vendeur va vous dire mais je ne suis pas pressé parce qu'il a souvent tendance à penser, ou historiquement, il avait tendance à penser que si son bien mettait 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois à se vendre, c'était un délai relativement court. Dans la durée de vie d'un bien, d'une vie tout court, finalement, mettre son bien à la vente et le vendre dans 2 mois ou dans 3 mois, c'est relativement rapide. Sauf que nous, professionnels, on va savoir qu'il y a de fortes chances pour que le bien se soit légèrement cramé sur son marché s'il n'est pas vendu. Alors, je ne parle même pas des dynamiques actuelles, au bout de 2 mois ou de 3 mois. Et c'est comme là actuellement où certains vendeurs, vous le vivez tous les jours en ce moment sur le terrain, se mettent à paniquer au bout de 15 jours de commercialisation parce que ça ne s'est pas vendu et qu'ils ont entendu que leur voisin avait vendu l'année dernière au bout de 3 jours. Donc, ces dynamiques de on n'est pas pressé, finalement, tout le monde le dit, tout le monde le vit, mais ça ne dit rien de la temporalité du moment et de la psychologie du moment des vendeurs d'un point de vue très factuel. Je referme juste cette parenthèse-là sur ce que tu disais, Guillaume. Ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose, c'est que ça fait quand même plusieurs mois que l'on entend des conseillers immobiliers ou des patrons d'agences immobilières. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un patron de 2 belles agences dans le sud qui me disait, et historiquement, ils étaient très, 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 très durs à la prise de mandat sur les prix. C'est-à-dire que si c'était au-dessus de leur estimation, finalement, ils ne prenaient même pas le mandat. Et ils ont décidé d'ouvrir un petit peu, avec la pénurie de biens, ils se sont dit, on va ouvrir un petit peu plus le champ et on va se dire, OK, on a une estimation, mais on le prend quand même si le client veut essayer 5% plus cher, 10% plus cher. Et surprise, les trucs se sont vendus au prix auquel ils avaient été mis en vente, parce qu'aujourd'hui, on a de telles fluctuations très rapides sur les marchés que finalement, nous-mêmes, notre logiciel interne d'estimation d'un professionnel, et un professionnel, il connaît très très bien les prix de son marché, pour autant, et ça me rappelle à une époque, j'avais un pote dans l'agence dans laquelle j'étais qui me disait je suis à côté de la plaque sur toutes mes estimations en ce moment. Les prix, en fait, il faut que je parte du prix que j'ai en tête et il faut que je mette 10%. Alors, je sais plus si c'était à la hausse ou à la baisse à l'époque, de moins par rapport à mon logiciel interne sur toutes mes estimations, parce que sinon je suis à côté de la plaque et je perds les mandats. Parce que parfois les choses elles évoluent très très vite. Donc là, ce que tu dis là, c'est qu'en fait donner la possibilité aux acquéreurs et à la dynamique de marché, la tension du nombre d'acquéreurs sur un bien donné, de fixer finalement de manière plus naturelle le prix.
Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a plein de choses dans ce que tu dis, mais j'ai une phrase que j'arrête pas de répéter, c'est que c'est vrai que le meilleur prix possible pour un bien, c'est pas celui que tu définis par une estimation, c'est celui qu'un acquéreur sera prêt à payer. Et ça, en fait, comme tu l'as dit, hein, les dynamiques de marché, elles peuvent varier, évoluer, voilà, changer par saisonnalité, tout ce que tu veux. Mais ce qui compte, c'est justement, c'est de savoir à un instant T, quand ton bien est en vente, combien les gens sont prêts à payer. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité d'il y a 6 mois, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Enfin, bref. Mais effectivement, cette temporalité dont tu parles, bon, évidemment, comme dit Ori, oui, quand tu es en pige, de toute façon, tu es dans le dur. Hein, donc, forcément. Oui, puis c'est le jeu du vent, c'est un peu le bluff. Hein, chacun joue son rôle dans la conversation. Voilà. Mais bon, il n'en reste pas moins que si ton bien est en vente, c'est que tu es vendeur. Hein, donc, tu n'es pas pressé, mais tu es vendeur. Et pourquoi tu dis que tu n'es pas pressé? Parce que tu préfères te laisser le temps d'obtenir le meilleur prix possible. C'est toujours la même chose. Et donc, en fait, effectivement, c'est aussi, moi, pas mal d'expériences et d'anecdotes que j'ai eues dans le passé où je me suis dit, mais putain, effectivement, parfois, en fait, on aurait pu vendre vachement plus cher. Ou parfois, tu te dis, bah, effectivement, je pensais que c'était vraiment la bonne estimation parce que par rapport à ma connaissance du quartier, du marché, on s'en doutait, hein, mais ça y est, tu me fais perdre le fil. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, oui, tu as beau vraiment bien connaître ton marché, c'est ton métier en tant que professionnel. Ça, les clients ont tendance à l'oublier, mais c'est ton métier en tant que professionnel de maîtriser ton marché. Mais la réalité, c'est que parfois, le marché te joue des tours et tu ne peux pas le prévoir. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, si je veux aller un peu dans la provocation, on ne devrait même pas faire d'estimation, en fait. On devrait dire, voilà, bon, on sait à peu près le prix, on va mettre à partir d'eux et on va laisser les acquéreurs montrer combien ils sont prêts à payer. Parce qu'in fine, de toute façon, la vérité est là. Et l'idée, c'est de ne pas mettre de barrière. Tu mets une barrière minimum, c'est-à-dire quel est vraiment le prix plancher de ton vendeur, le prix en dessous duquel il ne veut vraiment pas descendre. Et là, bon, il se trouve parfois que son prix plancher, il est quand même trop haut. Hein, mais tant que là, il y a un peu de pédagogie à faire. Mais voilà, c'est surtout de ne pas mettre de limite supérieure et de laisser vraiment le marché. Et donc, le marché, c'est des hommes et des femmes qui sont là pour acheter, te dire combien ça vaut ton bien. Et donc, encore une fois, quand tu fais une estimation, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que faire une estimation parfaite, c'est quasiment impossible. Si tu reçois des offres au prix rapidement, bah, en fait, ça veut dire que tu aurais pu vendre un peu plus cher. J'allais y venir là. Je pense qu'il faut qu'on parle de ce sujet-là parce que aujourd'hui, on a un taux de vente au prix du mandat qui a jamais été aussi élevé. Donc c'est bien, il y a un signe là. Et souvent, j'ai des conseillers qui m'interrogent, Sébastien, comment je fais? J'ai reçu 4 offres au prix. Il y a celui qui paie content, il y a celui machin. Enfin bref, puis il y a celui que les vendeurs ils aiment bien, ils préféraient que ce soit cette famille-là qui achète. Et pas. Bon bref. Donc là, on a un signal que tu viens d'évoquer, qui que potentiellement certains auraient peut-être été prêts à acheter plus cher. Donc il y a un désalignement d'intérêts finalement qui fait qu'on dessert le propriétaire vendeur. Alors nous, dans l'hypocrisie historique, on essaye de passer la pilule au vendeur un peu comme on peut, mais on est tous d'accord pour dire que potentiellement ça aurait pu se vendre plus cher. Donc là par exemple, sur ce type de bien spécifique dont on sait pertinemment qu'on va avoir 40 appels et faire 15 visites et machin, ça peut servir des intérêts du vendeur sans desservir ceux de l'agent du coup. Et ni ceux des acquéreurs. En fait, l'avantage, effectivement, dans une solution comme ça, alors là, quand on parle d'un marché qui est hyper tendu ou d'un bien qui va vraiment être très liquide, sur lequel tu as beaucoup de demandes, honnêtement, il ne faut pas hésiter. Je dirais même à 100% des cas, il faut y aller avec cette solution-là parce que justement, c'est ce qui va te permettre de desservir personne. Pourquoi? Parce que je le disais, dans les enjeux des acquéreurs, ce n'est pas nécessairement d'acheter le moins cher possible. Encore une fois, quand tu es vraiment motivé et que tu as trouvé le bien qui te convient, tu veux l'avoir. En fait. Et comme tu disais, si tu fais une offre au prix mais qu'il y a 4 personnes ou 5 personnes qui l'ont faite, tu n'as plus du tout la main en tant qu'acquéreur. Après, ça peut devenir pas rationnel parce que tu l'as dit, le vendeur peut avoir apprécié telle ou telle famille. Alors évidemment, si le dossier n'est pas solide, le métier du conseiller, ça va être de dire attention, ça ne me paraît pas solide et tout. Mais en tout cas, en tant qu'acquéreur, tu as perdu la main. Tu as fait ton offre, tu ne pouvais pas faire mieux. Et derrière, c'est au petit bonheur la chance pour toi. Tu ne sais pas si tu réussiras à l'emporter ou pas. Alors que là, en libérant complètement la parole, je dirais, à ce niveau-là, déjà, tu enlèves toutes les barrières psychologiques. Tu fais tes offres sans état d'âme. Tu ne fais pas une offre face à quelqu'un, tu fais une offre sur une plateforme. Et ça t'apporte la transparence nécessaire puisque tu vois tout ce que les autres ont fait. Donc, ça ne dessert pas les intérêts des acquéreurs qui, eux, bénéficient d'une transparence et qui peuvent garder la main jusqu'au bout, en fait, pour réussir à acquérir le bien qu'il convoite. Le vendeur, évidemment, on ne dessert pas ses intérêts parce que lui, on va maximiser son prix. Donc, c'est logique pour lui. Cette solution, il va la comprendre très vite. Et ça ne dessert évidemment pas les intérêts de l'agent non plus parce que ça va lui permettre… Alors, si tu es en honoraire indexé, évidemment, tu toucheras un peu plus d'honoraires, mais même si tu es sur des honoraires fixes, tu vas vendre plus vite.
et tu vas vendre plus vite, tu auras un client content, des acquéreurs contents. Enfin, tout ça, c'est vraiment vertueux et c'est bénéfique pour tout le monde. Il y a, alors déjà, tu as touché une notion qui est importante, puis on va prendre quelques commentaires sur la notion de transparence. On sait que c'est un gros reproche qui est fait à notre profession, côté vendeur comme côté acheteur d'ailleurs, sur la transparence du processus de vente, etc. Là, du coup, quelque part, ça repositionne encore le niveau d'expertise de l'agent immobilier à ce qui doit être, c'est juste de l'expertise et pas une forme de discours déguisé ou pas. Tout le monde sait tout sur tout et ça rationalise un peu le truc. Ben voilà, en fait, tu vois, le problème, c'est exactement ça. Le problème du métier d'agent immobilier, de conseiller, enfin, quel que soit son statut, peu importe, c'est qu'en fait, tu fais un dîner de famille, tu fais un dîner avec des amis, enfin, tout le monde est expert en immobilier. Oui. Ça. Quand tu es médecin ou avocat, si tu dis un truc, tu vas pas te faire challenger par Michel qui est boulanger. Enfin, c'est pas son, voilà. Mais là, l'immobilier, c'est différent. Et effectivement, cette solution-là, ça permet à l'agent de sortir de cette ornière-là, de juste la définition du prix parfait, etc. L'agent, son métier, c'est tellement vaste, ses connaissances, ses compétences, son implication, c'est tellement vaste qu'il faut lui permettre justement de pouvoir se concentrer là-dessus, d'apporter toute sa valeur en le délestant un petit peu de ce point de friction qui est la définition du prix. Et donc, c'est vrai que en fait, ce genre de solution-là, ça permet de remettre vraiment, encore une fois, cette transparence. Il n'y a plus de bluff, en fait. Alors, comme tu le disais, c'est vrai que c'est souvent un reproche qui est fait à la fois de la part des vendeurs, mais aussi des acquéreurs. Le reproche classique des acquéreurs, on l'a tous vécu parce qu'on l'a tous fait et c'est de bonne guerre, mais tu as un acquéreur qui vient et qui te dit, voilà, moi je fais une proposition à 250 000 euros par exemple pour le bien. Bon, moi je lui dis, très bien, mais j'en ai une à 260 000, qu'est-ce qu'on fait? Et l'acquéreur, il n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas, en fait. Alors, parfois, c'est vrai, parfois, ça ne l'est pas, mais lui, en tout cas, il ne peut pas le savoir. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui peut être un peu frustrant pour un acquéreur. Puis, on revient à l'image tu as démarré par l'image de la profession. On en revient au premier sujet que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, et en fait, c'est pour ça contribue, en fait. C'est pas logique. Je veux dire, dans les techniques de vente, c'est normal de bluffer. Mais bon, voilà, on est sur des sujets qui sont hyper importants. La vente ou l'achat d'un bien immobilier, c'est toujours un moment important dans une vie. Donc, c'est pour ça qu'on nous permet pas trop et on nous pardonne pas trop ce genre de pratique-là. Et du côté du vendeur, c'est pareil. Le problème, c'est que lui, souvent, il va estimer qu'on n'est pas assez transparent, ou alors il croit, même si c'est pas le cas, mais qu'on a plein d'offres qu'on lui montre pas. Enfin, voilà, il va se dire que c'est nous on s'est arrangé avec tel ou tel acquéreur parce voilà, ce genre de choses sont pas systématiques évidemment, mais elles arrivent assez souvent. Et là, c'est une solution, encore une fois, qui permet vraiment beaucoup de transparence pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment un des gros avantages aussi, à la fois pour le bon déroulé des transactions, mais aussi un petit peu pour l'image des agents. On a pas mal de commentaires de nos Facebook users. Allez les gars, on clique sur le lien et comme ça je sais à qui je m'adresse. Alors je regarde sur mon téléphone, donc je sais. Mais donc Stéphanie Bonhomme, le terme estimation lui-même sous-entend un caractère approximatif. On a Denis également qui nous partage pas mal de choses autour de l'exclusivité. Justement, je voudrais qu'on revienne sur l'exclu. Ori qui nous dit je ne peux que dire tout le bien que je pense de ce système, et particulièrement avec Guillaume, qui est un des seuls à comprendre nos problématiques et à s'engager quasiment qu'au succès avec nous, sans rentrer dans un SaaS un peu lourd, donc un service à abonnement un peu lourd. Peut-être Guillaume, tu nous en diras plus, bien sûr, sur le modèle économique d'Imofit et comment ça fonctionne. Et Franck Poirier, salut Franck, qui nous dit bonjour à vous deux. Aujourd'hui, il faut se développer et avoir de nouvelles compétences. Le système est très bien et permet de faire ce que les autres ne font pas. Bravo pour ce système. Du coup, Guillaume, ça m'amène deux questions. La première, c'est que donc, ce que j'entends, c'est que c'est une solution à avoir dans la besace en complément du reste pour une certaine typologie, pour certains cas d'usage. C'est comme ça que tu le vois? Alors, pas exactement. Moi, je te le disais en préambule, j'ai une ambition, pas hésiter, mais moi, j'ai vraiment envie de faire évoluer la façon dont on commercialise l'immobilier. Et pour moi, ce système-là, en fait, il fonctionne dans plein de cas de figure. Donc, plutôt que de donner les cas dans lesquels il fonctionne, je vais plutôt donner ceux pour lesquels je pense que ce n'est pas un système qui serait hyper intéressant. Okay. Par exemple, le bien, quel qu'il soit, quel que soit le type d'actif, le bien dont tu sais dès le départ qu'il ne va pas y avoir beaucoup de demandes dessus. Voilà, c'est un bien compliqué. Ce n'est pas qu'une question de prix, c'est juste une question de demande. Tu sais, un peu atypique, un peu différent, qui n'est pas dans un cœur de cible. Ouais, ou qui est sur un marché où il n'y a personne. Enfin, tu vois, voilà. Donc là, évidemment, dans ce genre de cas de figure, ce système, il n'apportera rien. Il n'apportera rien parce que vu que le but, c'est de définir un prix de départ, donc un prix qui soit un peu attractif, le risque que tu vas prendre, si tu n'as qu'un seul acquéreur, c'est qu'il va se mettre au prix de départ et ça ne montera jamais. Alors que peut-être sur ce type de bien, si tu t'étais mis avec un prix de vente
Donc, la forme classique, légèrement plus élevée que ce prix de départ, peut-être que tu aurais pu obtenir un peu mieux. Bon, mais c'est surtout qu'en fait, si on reprend ce terme d'enchère que j'aime pas trop, mais en fait, moi, j'en ai discuté avec un copain qui est professeur de négociation à la fac, et il m'a dit dès le départ, hein, quand j'ai discuté avec lui pour voir comment on le mettait en place et tout, il m'a dit c'est pas compliqué en fait. Une enchère, plus tu fais rentrer de monde dans l'enchère, plus ce sera efficace. Voilà, c'est mécanique, c'est psychologique, c'est tout ce que tu veux. Donc en fait, quel que soit le type de bien immobilier dont on parle, dès lors que tu sais dès le départ que potentiellement il y aura de la demande, ça marche. Évidemment, plus il y a de demandes, plus tu as des chances de maximiser ton prix et de finir avec un prix supérieur à celui qu'espérait le vendeur. Et ça, c'est génial. Là, quand on arrive à ça, c'est vraiment super. Et on voit, là, avec le recul, on arrive gentiment à 90 ventes là, organisées. Et on voit qu'en fait, ça, c'est plus de 30% des cas quand même. Okay. Tu finis avec un prix supérieur à celui qu'espérait le vendeur. Donc, okay. Ça, c'est vraiment bien. Okay. Merci, Aurélie, pour ton message. Et du coup, ça m'amène. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puis après je reviens à la question d'exclus. Du coup, ça m'amène à la réflexion autour de la communication. Parce que du coup, si l'objectif, c'est de ramener un maximum de monde dans l'enchère pour maximiser le prix, ça demande un effort de communication peut-être spécifique par l'agent qui détient le mandat. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que ça se sache le plus possible qu'il y a à un moment donné cette enchère. Peut-être tu peux nous parler du délai de l'enchère et comment ça fonctionne, parce que j'imagine qu'il faut faire rentrer du monde à un instant T précis et avoir communiqué en amont. Alors, nous, on a fait un choix un peu différent, justement, pour sortir de cette idée d'enchère, encore une fois, on a fait un choix, nous, de ne pas définir une période d'enchère, entre guillemets, telle date entre telle heure et telle heure. En fait, en termes de communication, ça ne demandera pas d'effort supplémentaire de la part de l'agent, une fois qu'il aura signé son mandat sous cette forme-là, puisqu'en fait, l'agent, il va publier ses annonces sur les canaux habituels, etc. Simplement, le fait d'avoir signé soit un avenant à son mandat, soit un mandat adapté, va lui permettre de présenter une annonce avec un prix de départ et pas un prix de vente. Donc, en fait, ton prix de départ, vu qu'il va être en général inférieur à ce qui se pratique sur le marché, sur les biens en concurrence, etc., en fait, c'est par ton annonce que tu vas générer plus de contacts. Pourquoi ? Parce que c'est un bien qui va attirer, il est mieux positionné que les autres. Dans le corps de l'annonce, en revanche, il doit être précisé noir sur blanc, il y a un formalisme à respecter, hein. Et ça, évidemment, on le communique à tous nos partenaires. Il est indiqué qu'il s'agit d'une vente à prix progressif, etc., que le prix indiqué ici est un prix de première offre possible et tout. Mais en fait, ta communication, c'est comme ça qu'elle se passe. Tu n'as pas besoin de rameuter les foules. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en recherche à un instant T vont voir passer ton annonce et ils vont au moins cliquer puisque tu es moins cher que les autres de toute façon. Donc, alors l'idée, c'est pas d'être beaucoup moins cher que les autres, sinon on sait ce que ça peut vouloir dire. Et que, voilà, mais c'est juste d'être bien positionné en embuscade avec un prix un peu attractif. Moi, mon idée avec Imofit, c'est vraiment d'apporter un outil, un support à nos partenaires. C'est pas de leur rajouter de la charge de travail, etc., en devant faire de la communication justement large. C'est vraiment, c'est avec quasiment le même travail que d'habitude, avoir justement, comme tu le disais, dans sa besace, une solution alternative différenciante un peu, qui te permet justement là d'aller choper des mandats. Moi, je pense qu'on va en reparler après. Donc voilà, la communication se fait avant tout par tes annonces. Ok, parlons-en du coup. J'ai beaucoup lu sur différents acteurs sur ce marché-là que c'était un vecteur de mandat exclusif, un vrai outil de prise de mandat exclusif. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, en fait, c'est vrai que c'est parmi les propositions qu'on annonce à nos partenaires, c'est ça, c'est avant tout signer plus de mandats exclusifs. Démarquez-vous, voilà. Mais en fait, pour une raison très simple, c'est que c'est compliqué à mettre en place si tu es en mandat simple parce que tous les agents qui sont en mandat doivent avoir les mêmes conditions au mandat. Et donc, ça veut dire que s'il y en a un qui fonctionne avec Imofit, il faut que tout le monde fonctionne avec Imofit. Alors, moi, ça ne me dérange pas, hein, mais en fait, ça n'apporte plus aucune valeur ajoutée parce que finalement, la vraie valeur ajoutée, elle est sur justement l'interactivité de cette vente qui se passe sur cette plateforme. Après, que tu aies 3, 4, 5 agents qui convient des gens en sachant qu'aujourd'hui, les techniques d'acquisition sont quasiment les mêmes pour tout le monde. Hein, donc, ça vient des mêmes canaux au départ. Donc, effectivement, ça permet d'expliquer aux vendeurs qu'il n'y a aucun intérêt en fait à rameuter 2, 3, 4 agents parce que de toute façon, la solution se suffit elle-même entre gros guillemets et en toute humilité. Et donc voilà, et c'est aussi aujourd'hui, vu que c'est encore récent, on en est vraiment au démarrage de ce système-là. Donc évidemment, tous les agents n'utilisent pas cette solution. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment un élément différenciant quand toi tu vas en prospection, quand tu vas rencontrer tes mandants, etc.
Et donc, pour finir ce que je disais précédemment sur quand est-ce que c'est intéressant, donc comme je l'ai dit, c'est quand même intéressant hyper souvent, mais c'est aussi hyper intéressant dans le cas où tu as un mandat qui est collé depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, avec des vendeurs qui ne veulent pas trop entendre le fait que leur bien n'est pas bien positionné, il est trop cher, etc., etc. Là, tu reviens avec une solution, justement, on parlait des délais et du système d'enchères, où de toute façon, tu vas t'engager sur un délai qui sera relativement court. Parce que autant je trouve que ce n'est pas une bonne idée de paramétrer une enchère sur un jour précis, un créneau horaire précis. Ce n'est pas une bonne idée pour plein de raisons. En fait, tu as des gens qui peuvent ne pas être disponibles ce jour-là. Ça va mettre une espèce de pression psychologique qui, du coup, va un peu gâcher le parcours, voilà, parce que tu as 2 heures pour te positionner. Bon. Mais d'un autre côté, paramétrer une remise des offres pendant 1 mois et demi ou 2 mois, ça n'a aucun sens. Parce que personne ne bougera pendant 1 mois et demi. Donc, en fait, voilà, en fonction des biens que tu vas présenter sur la plateforme, le délai, je dirais, intéressant de remise des offres possibles, il va être entre 1 semaine et 3 semaines, 1 mois au maximum. Donc, ça te permet, toi, de revenir voir des clients vendeurs en leur disant, écoutez, voilà, le bien, il est là, on l'a baissé déjà 2 fois, 3 fois, bon, on n'arrive pas. Moi, je vous propose une solution. Essayons ça. On essaye 3 semaines, 1 mois maximum, et on voit ce que ça donne. Voilà. Et du coup, on se repositionne au prix peut-être de l'estimation de départ en disant, ben voilà, on va se positionner au prix qui me semble être le juste prix de marché. Et puis, si on a des gens qui sont prêts à acheter et se rapprocher du prix que vous pensez être le juste prix, ben, tant mieux. Et puis sinon, ben, au pire, on a vendu au prix auquel je vous avais dit qu'on vendrait déjà depuis le départ, etc. C'est ça, dans le discours, c'est de dire, de toute façon, enfin, tous les conseillers qui nous écoutent ou qui nous regardent, tout le monde le sait, je veux dire, tu réponds toujours à un client vendeur, moi je serais ravi de le vendre à ce prix-là. Vous pensez que moi je pense qu'il vaut un peu moins, mais je serais ravi de vous le vendre à ce prix-là. Mais là, voilà, ce que je vous propose, c'est encore une fois, on va être pragmatique. Donnons-nous cette chance, donnons-nous la chance de monter jusqu'à ce prix. Je pense que si on affiche à ce prix-là, ça ne marchera pas parce qu'on est au-dessus des autres, etc. Alors qu'à l'inverse, si on part avec un plancher et qu'on laisse monter les gens, vous aurez la réalité et soit effectivement on arrivera soit au niveau que moi j'ai estimé, soit on se rapprochera vraiment du niveau que vous souhaitiez et on sera tous contents. Ok. Sur le côté SU, effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, en fait, quand tu as l'objection, je sais pas, d'un vendeur recevable ou pas, oui, mais si je fais travailler 2, 3, 4 agences, ça crée une forme d'émulation, etc., etc. Bah là, quelque part, on la crée de fait, finalement, en disant, bah, c'est même pas la peine de faire travailler 4 agences. L'émulation, on va la stimuler de fait par le système. On a plein de commentaires. On a déjà 37 minutes. Peut-être Guillaume, et puis peut-être qu'il y aura d'autres sujets qui viendront à ce moment-là. On a des questions liées du coup peut-être plus à la solution en tant que telle, le coût du service d'Imofit. Ori a sous-entendu un petit peu une forme de modèle économique, donc je veux bien que tu reviennes là-dessus. Et puis on a quelques questions notamment de Denis sur lesquelles on pourra peut-être revenir après. Oui, alors on est très transparent, nous, justement c'est une discussion qu'on a eue avec Ori il n'y a pas très longtemps, on est très transparent sur notre modèle économique. En fait, aujourd'hui, et il faut en profiter parce que c'est nos conditions actuelles, encore une fois, moi, depuis le début, j'ai toujours dit que je ne voulais pas que le tarif soit un frein à l'utilisation de notre service. Encore une fois, j'ai connaissance des contraintes des uns et des autres, de la trésorerie des uns et des autres. Donc, pour faire très simple, aujourd'hui, devenir partenaire d'Imofit, c'est 75 € hors taxe par compte et par an. D'accord. L'inscription et une mise en service. Donc, on peut considérer ça comme un abonnement, ça n'en est pas, hein, mais tu payes 75 € hors taxe par compte et par an, un compte étant un utilisateur. Okay. Et ensuite, on se rémunère qu'au succès. On a un montant forfaitaire. Nous, on s'indexe ni sur le prix de la vente, ni sur les honoraires de l'agent. On facture 500 € hors taxe dès lors que la vente a été réalisée avec succès. Alors, j'apporte une précision à ce niveau-là. Ce qu'on considère, nous, une vente ayant été réalisée avec succès, c'est dans 2 cas. Soit parce que le prix minimum souhaité par le client vendeur a été atteint ou dépassé. Et donc, c'est le prix qui, normalement, sécurise les honoraires de l'agent. Donc, ça, c'est la théorie, mais voilà. Soit lorsque le vendeur a accepté une offre, quel qu'en soit le montant, même si elle est inférieure à ce qu'il souhaitait au départ. Nous, on estime qu'on a rempli notre mission et donc, à ce moment-là, on facture un montant donc, forfaitaire de 500 € hors taxe. J'apporte cette précision parce que la raison pour laquelle on propose ce tarif qui est quand même vraiment très raisonnable, c'est qu'on ne garantit pas la vente derrière. Donc nous, en fait, nos succès fils sont dus à ce moment-là. On n'attend pas le passage chez le notaire. En revanche, moi j'ai pleinement conscience qu'une offre acceptée ne veut pas systématiquement dire vente. Donc dans le cas où la vente ne va pas au bout et où l'agent n'a pas pu récupérer un autre acquéreur pour conclure la vente, etc., il suffit de nous le justifier
et on rembourse. Alors là, on est en politique de lancement, donc sur le trimestre qui vient, on rembourse la totalité et par la suite, on proposera de rembourser la moitié. Voilà. Ok. On a une question du coup de Denis sur le taux de transformation. Du coup, est-ce que tu as une idée entre le nombre de biens mis en vente avec la solution et le pourcentage de ventes qui sont effectivement réalisés du coup? Ah oui, alors, j'ai pas le pourcentage, c'est un calcul qu'on pourrait faire assez facilement. Je te le disais, on arrive gentiment à 90 ventes. Aujourd'hui, on a 7, 8 ventes sur lesquelles il y a eu 0 offre. Voilà. D'accord. Toutes les autres, il y a eu des offres. Donc, on en a une quinzaine pour lesquelles ça n'a pas été accepté. Donc, on arrive à 20, 22, 23. Voilà. Dans plus de 30% des cas, comme je le disais, on finit avec un prix supérieur à ce qu'espérait le vendeur. Et dans tous les autres cas, en fait, le vendeur a accepté un prix, a accepté une offre qui n'était pas forcément supérieure au prix que lui espérait, mais en tout cas qui lui a convenu. C'est bien, voilà. Super. Bon, si mes calculs sont juste, ça fait à peu près 75% peut-être ou 80% de succès. Et je précise juste très rapidement que sur les 8 offres dont je parle, sur lesquelles il n'y a pas eu les 8 ventes, pardon, sur lesquelles il n'y a pas eu d'offre, ça fait partie des premières ventes qui étaient organisées sur ImmoFit, qui n'étaient pas forcément très bien paramétrées en temps de départ, en prix de départ, etc. Donc voilà. Ok. Et du coup, Denis me corrige, sa question, c'était non, c'était justement le pourcentage entre offre et signature définitive. Oui. À quel point ça va le coup C'est difficile à dire parce que là, encore une fois, comme on s'est lancé que mi-juillet et que voilà, vous savez, les processus après de réitération sont un peu longs. Mais disons qu'aujourd'hui, sur les offres qui ont été acceptées juillet, août, c'est passé chez le notaire. Il n'y a pas eu de rétractation derrière. Voilà. Mais pour le reste, je ne peux pas encore répondre parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Ouais. Mais je dirais que l'ImmoFit là-dedans n'a aucun impact par rapport à une vente classique. Les rétractations interviendront pour les mêmes raisons que d'habitude. Et voilà. Non, mais tu as la question de Denis, puisqu'il en avait posé d'autres juste avant, sur est-ce que ça peut être déceptif ou avoir l'impression d'acheter plus haut que le prix de marché, ou comment est-ce qu'on valide les acquéreurs, le financement, etc. Et je pense que sa question, du coup, c'était de se dire, est-ce qu'à un moment donné, tu te poses pris par le truc, tu fais une offre un peu plus élevée, etc. Et peut-être qu'à un moment donné, quand tu réfléchis et que tu retombes, ça va pas au bout. Donc, ce que tu nous dis, c'est que ça n'a pas plus d'impact que sur une vente traditionnelle, finalement. Non. Après, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'on est sur de l'achat, alors peut-être pas dans tous les cas, mais quand on est sur de l'achat de résidence principale, en tout cas, moi par exemple, souvent en tant que professionnel, on m'a dit ah super, j'imagine que ton appartement, ta résidence principale, tu as fait une bonne affaire. Et moi, à chaque fois, je suis là, j'ai dit non, mais en fait, quand j'achète mes résidences principales, je cherche pas à faire une bonne affaire, en fait, parce que c'est déjà suffisamment compliqué de trouver un bien qui te convient, qui correspond à tes critères, avec l'école en face, le truc, le machin, la terrasse. Enfin, il y a un moment, tu es content d'avoir trouvé. Alors, c'est sûr, tu essaies de l'obtenir au meilleur prix possible, mais tu n'es pas là pour faire un coup. En tout cas, dans mon cas, en résidence principale. Après, quand tu fais de l'investissement, c'est autre chose. Donc, finalement, les acquéreurs, est-ce que c'est ce que tu évoquais un petit peu tout à l'heure, ils vont se positionner un peu au prix auquel ils pensent être le juste prix. Ils ne se positionnent pas en tant que quelqu'un qui veut faire une affaire. Sinon, c'est pas le bon modèle. C'est ce que je disais. Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est ce que je disais sur les enjeux des acquéreurs. C'est pas toujours. D'ailleurs, c'est quasiment jamais d'acheter au meilleur prix possible. C'est surtout de réussir à acheter le bien qu'ils veulent. Et donc, il n'y a pas ce côté-là. Après, ça peut arriver si tu veux qu'effectivement quelqu'un se déchauffe un peu, redescende et dise ah mince, bon. Mais ça arrive de toute façon de manière classique, dans des proportions raisonnables. Mais comme tu dis, on n'est pas du tout… Alors, dans le cas d'investisseurs, c'est différent. La solution marche bien avec les investisseurs aussi, mais ce n'est pas du tout la même approche. Mais effectivement, dans la plupart des cas, tu es sur de l'accession à la propriété, donc de résidence principale. Et effectivement, tu ne cherches pas à faire un coup, tu cherches à pouvoir l'acheter. Bon. Dernière question, Guillaume. C'est un modèle qui est, alors tu m'arrêtes si je me trompe, majoritaire dans les pays scandinaves. Oui. C'est ça. Et c'est quoi en fait le potentiel de ce marché-là? Parce qu'on sait que dans beaucoup de pays, c'est soit un modèle de commercialisation qui a sa part de marché non négligeable, voire majoritaire dans certains pays. C'est quoi vos perspectives là-dessus? En fait, c'est plus que majoritaire dans les pays scandinaves. Si tu prends la Norvège et la Suède, c'est la quasi-totalité. Hein. C'est ça. C'est vraiment plus que majoritaire. Après, si tu regardes sur un marché qui est beaucoup plus vaste que le nôtre, mais on pourrait raisonner avec l'Europe, hein, le marché des États-Unis, aujourd'hui, c'est quasiment 25% des transactions, même un peu plus parce que ça n'arrête pas de progresser. C'est 25% des transactions qui sont réalisées comme ça. Le premier acteur qui s'était déclaré et qui est aujourd'hui le plus gros aux États-Unis, qui s'appelle Auction, qui a été racheté par Google, c'est 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Bon, c'est le marché US, hein, donc c'est gros. Donc nous, nos objectifs, c'est déjà d'aider nos partenaires en France, de voir ce que ça peut donner. On le sait, hein, il y a à peu près 700 000 transactions intermédiaires sur le résidentiel en France. Bon, voilà, on va rester très humble et il faut savoir raison garder, mais je pense qu'à terme, c'est vraiment une solution qui a vocation à être déployée et à être vraiment utilisée parce qu'encore une fois, elle est assez vertueuse. Donc,
c'est difficile. Moi, j'aimerais bien qu'on ait 5-10% de ventes intermédiaires qui soient réalisées grâce à Immofit. Peut-être que ce sera plus. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de limite. Ça se développe au Royaume-Uni. Voilà, il y a un petit momentum là qui est pas mal. Encore une fois, il y a un travail de présentation, de pédagogie, d'évangélisation, mais une fois que tu l'as essayé, une fois que le discours est bien rodé, honnêtement, ça fonctionne hyper bien. Donc, nos ambitions sont vraiment d'accompagner toujours plus de partenaires et qu'ils prennent de plus en plus de parts de marché grâce à cette solution. Cool. Guillaume, pour conclure, est-ce que tu as une ressource à recommander? Parce que tu m'as dit que tu avais écouté des épisodes, donc je te prends peut-être pas en traître. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à recommander aux agents immobiliers qui nous écoutent? Ah, mais j'ai pas écouté cela alors. ou alors t'écoutes pas jusqu'au bout, Guillaume. Peut-être, je ne les ai pas tous écoutés jusqu'au bout. C'est vrai. Est-ce que tu as un livre à recommander aux agents immobiliers? Pas forcément que sur alors, très honnêtement, je lis très peu pour plein de raisons, les enfants, le boulot, voilà. Mais du coup, si tu vois, il y en a un auquel je pense, il est posé là sur ma table, c'est ma femme qui m'a offert ça. C'est pas un livre pour les agents immobiliers, c'est un livre qui s'appelle La 25e heure. Ouais. Voilà, et en fait, c'est plein de témoignages de start-upers qui sont vraiment brillants, etc. Et qui en fait te donnent plein de conseils, plein d'astuces pour gagner en productivité. Ouais. Voilà, comment réussir justement à optimiser ton temps en fonction de toutes tes activités, de tes enfants, de ta famille, etc. Et de dégager la 25e heure justement pour réussir à lire, par exemple. Voilà, donc désolé, j'ai pas d'ouvrage. Mais c'est une super référence. C'est un livre qui est très connu et réputé justement sur ce sujet de la productivité. Donc tu vois, tu t'en es bien sorti finalement. Merci, mais tu vois, il est posé là, donc je remercie ma femme pour ça. Bon, Guillaume, merci infiniment pour ces 45 minutes un peu plus passées ensemble ce matin. Je pense qu'on a bien balayé le sujet. Ça va permettre en tout cas à un maximum de conseillers immobiliers, d'agents immobiliers d'aller peut-être creuser cette option et de regarder si ça peut être pertinent de l'avoir dans la besace. En tout cas, merci beaucoup pour le temps accordé. Merci à tous encore une fois de votre fidélité à ce rendez-vous. Donc, je rappelle, on vient de tourner ça le 7 décembre. Il nous reste encore un expresso de Rassemblimo avant les vacances de Noël. Je garde mon invité de la semaine prochaine surprise, puisque je ne l'ai pas encore trouvé. Mais vous me connaissez, j'aurai un invité et je suis sûr qu'il sera pertinent dès la semaine prochaine. Mais j'ai quasiment tous mes invités de janvier. Il me faut juste celui de la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, merci encore une fois beaucoup de votre fidélité à ce rendez-vous, que vous l'écoutiez en live ou que vous l'écoutiez en replay ou en podcast sur votre plateforme de podcast préférée. On voit que le podcast est en train de... On a des chiffres qui commencent à augmenter très fortement en nombre d'écoutes sur le podcast. Donc, merci à tous de votre présence et de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous savez où nous trouver si vous avez des besoins en formation et en accompagnement. Et Guillaume, c'est pareil, vous le trouvez facilement sur LinkedIn notamment. Merci à tous de votre présence. Je vous dis à très bientôt et passez une très belle semaine. Ciao.